Il y a tout d'abord, il faut savoir une mitzvah qui s'adresse à toutes les générations, à tous les chachamim de toutes les générations, de les inciter à répondre aux interrogations du moment, trouver les mots, trouver les concepts qui correspondent exactement à la Torah d'aujourd'hui. Et c'est déjà la première chose. Et il ne faudrait pas imaginer que la Torah est faite pour les anciens et les nouveaux, eh bien, ils se débrouillent sans la Torah. Il n'en est pas question. La Torah a sa place, a sa dimension. Premier élément. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît dans le monde, il faut définir son champ d'application. Et la société, les individus, tout le monde ressent ce point de cadre éthique, moral, religieux. Et bien évidemment que la Torah a un enseignement, les Chachamim ont un enseignement à donner sur ce point-là. Alors, qui peut définir ce cadre et en fonction de quoi on définit ce cadre? Ce sont nos sages, nos Chachamim. En fonction des enseignements que nous avons déjà reçus, ils trouvent les mots et les chemins, les directions qui nous permettent de comprendre, de s'adapter, de comprendre la situation d'aujourd'hui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, les nouvelles techniques, j'ai voulu aborder le sujet dans deux directions différentes, mais qui vont de pair, puisque c'est les éléments de notre génération. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. Cette notion-là donne l'impression qu'elle est sortie de nulle part il y a 2 ans, comme ça, avec des moteurs de recherche qui vont dans ce sens. En fait, ce n'est pas exactement sous cette forme-là que ça se présente, puisque l'intelligence artificielle a pris son essor déjà dès les années 50. C'est une discipline de l'informatique qui a pris cette forme-là, et c'est le premier qui a posé les jalons, si on peut dire ainsi. Il s'appelle Alan Turing, qui se demanda si une machine peut penser et propose une expérience visant à trouver à partir de quand une machine, un ordinateur, dont on parle, c'est de ça, deviendrait conscient. Alors, il y a toujours ce fameux exemple que l'on cite en 1997 où Garry Kasparov est battu au jeu d'échecs en 6 parties contre un ordinateur, c'est-à-dire le maître incontesté des échecs de l'époque, est battu par un ordinateur grâce aux algorithmes qui sont créés. Il préfigure les notions des neurones. Pour la petite histoire, ce grand maître a joué 6 parties et a perdu, mais il a fait une 7e. Et cette fois, il a prévu un jeu non programmé et il gagna contre l'ordinateur, d'après un certain ami qui est mathématicien qui vit au Canada. La question est de savoir si l'ordinateur pourra penser et agir comme des êtres humains. De nos jours, les êtres humains et les machines génèrent des données qui, plus vite que humainement possible, de les absorber, de les interpréter pour prendre des décisions complexes. L'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. L'intelligence artificielle est présente dans notre quotidien. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais la détection des faux, de services après-vente, services de clients virtuels. Et ainsi, c'est grâce à ces algorithmes que l'on devance votre demande. Eh bien, les intervenants de ce soir, le docteur Eli Bolbot, qui est à Strasbourg, mais qui habituellement habite Strasbourg, mais qui est en Israël, à qui je souhaite la bienvenue, mettra en évidence l'utilisation de l'intelligence artificielle face aux notions de responsabilité, de dommages en cas de dégâts, de priorité en fonction des techniques coûteuses dans un service de réanimation, qui privilégier. Ou dans le cas de voitures autonomes, sans conducteur, tous les problèmes juridiques et halachiques qui peuvent se poser. À l'aube de cette ère, on peut bien noter sur les réseaux et trouver des réponses dans le domaine de l'halakha, même dans le domaine de l'halakha. Et la question se pose, est-ce que le robot remplacera le rabbin? C'est le Rav Boshko qui répondra à cette interrogation. Le troisième intervenant sera le professeur Noah Dana Picard. Quant à lui, parlera, est-il naturellement posé sur une intelligence artificielle? Ceci, donc, c'est le premier exemple, mais qui est l'élément déterminant fondateur de ces derniers temps. Autre exemple de cette technologie nouvelle qui apparaît, c'est la notion de viande artificielle. Alors, là aussi, c'est un débat intéressant parce que on parle toujours de sauvetage des troupeaux et des animaux, le côté barbare, ainsi de suite. L'apparition de viande artificielle serait une solution pour épargner les animaux.
Alors, a priori, on dirait comme ça, cette formule permettrait de réduire de 45% la consommation d'énergie et de réduire de 78% le gaz de méthane à effet de serre que produisent les bovins. Va-t-on résoudre le gaz à effet de serre alimenté par les troupeaux de bovins et réduire la consommation d'eau? Comment fabriquer cette viande artificielle? La viande artificielle ou viande synthétique provient de cellules souches de bovins prélevées sur un tissu musculaire. La viande cellulaire se fabrique en petite quantité dans des laboratoires, à l'image de la technologie médicale dont elle vient, c'est l'origine. La médecine génératrice pour produire des tissus destinés à de grands brûlés. Et donc, c'est le grand rabbin Bruno Fison, vétérinaire, qui nous exposera les questions halachiques que suscite ce problème. Ce sont deux nouvelles technologies parmi tant d'autres qui apparaissent aujourd'hui et nous espérons bien, que dans l'ère à venir, nous serons plus familiers avec ces notions grâce à nos intervenants. Tous mes remerciements à Shmuel Lasri à la technique, Johan Bodbol de Lilmod, Patrick et Laurent. Et le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Simone Bekash Nelevi Bat Sultana, ainsi que Sultana Suzy Perez Bat David Bismuth, qui est la belle-mère d'un de nos intervenants, le professeur Noah Dana Picard. Mes chers amis, vous pourrez suivre cette émission, bien évidemment, sur les rencontres du Rav Sadia Morali YouTube et sur le Zoom de ce soir. Je vous souhaite une bonne audition et nous allons commencer tout de suite avec le premier intervenant, le docteur Eli Bodbol, qui, s'il m'écoute, il m'entend? Docteur Bodbol? Est-ce que le docteur Bodbol m'entend? Il faut brancher son micro. Oui, Shmuel, est-ce qu'on peut faire la liaison avec le docteur Eli Bodbol? C'est Eli Bodbol, c'est El Bari. El Bari. Docteur Bodbol s'appelle El Bari ce soir. Il doit ouvrir son micro. Il doit ouvrir son micro. Docteur Bodbol, ouvrez votre micro. Ouvrez le micro. On vous voit, c'est déjà un bon point. Il faut ouvrir le micro, c'est en bas à gauche. Voilà, on vous voit. Mettez votre appareil dans l'autre sens, dans l'autre direction, en largeur, non pas en longueur, si vous avez la possibilité de faire ça. Voilà, on vous voit mieux. Et maintenant, si vous pouvez brancher votre… Voilà, vous avez branché le… Vous m'entendez? Oui, enfin, on est content. Alors, désolé. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Saadia. Bonsoir, Johan Boutbol. Bonsoir, tous les organisateurs et tous les participants. Merci de m'avoir invité à ce Zoom sur les technologies et la halakha. Ce qui m'a amené à traiter ce sujet ce soir, c'est mon dernier livre qui s'intitule Réflexions juives sur la pandémie du Covid. Et j'étais confronté à la notion de la technologie de l'ARN messager avec lequel le dernier vaccin du Covid a été fabriqué par le laboratoire Pfizer, et également pour les difficultés de priorité dans les réanimations, parce que comme vous le savez, tous les services de réanimation ont été surbookés et donc la notion de priorité s'est posée. Et de là, je suis arrivé à considérer des priorités dans d'autres domaines. Précisément, c'est ce que je vais vous présenter ce soir dans un premier temps, puis la réflexion halachique dans un deuxième temps. Donc, dans le domaine de la médecine, de la réanimation, vous savez que ces progrès médicaux ont bien sûr apporté le maintien de la vie à un grand âge, ont permis, grâce à la réanimation, de passer des caps très difficiles chez des gens jeunes, accidentés, traumatisés, et donc à qui on a permis de la survie. Mais en même temps, que le maintien de cette vie, quelquefois, on arrivait à considérer le problème sous la forme d'euthanasie, tout simplement parce que ces survies
ont mené à des vies tellement difficiles à supporter et par le malade lui-même et par leur famille que la question de l'assistance au suicide ou que la question de l'euthanasie passive et maintenant de plus en plus l'euthanasie active se pose. Et tout cela nous amène à des questions éthiques souvent insolubles. Bien sûr, les limites entre la vie et la mort, c'est la question qui occupe le plus les halakhistes dans le domaine de la réanimation, puisque vous savez très bien que beaucoup de patients ne sont maintenus en coma stade 3, stade 4 que grâce à des appareils de réanimation. Et la question qui se pose, c'est où commence la mort et où s'achève la vie. Mais cette question des limites de la vie s'est posée dans d'autres circonstances de manière positive grâce aux transplantations d'organes, puisque vous savez que les transplantations d'organes depuis maintenant plus de 50 ans ont permis une survie des patients qui étaient condamnés à la mort parce que leur rein, leur foie, leur cœur étaient complètement défaillants et on n'avait pas de possibilité de les soigner autrement que par la substitution d'organes. Donc, les technologies médicales ont permis, aussi bien dans le domaine immunologique que dans le domaine technologique à proprement parler, d'arriver à sauver ces personnes au point où aujourd'hui, on a énormément de listes d'attente de personnes qui pourraient survivre grâce à ces organes, grâce aux greffes d'organes. Mais la question qui se pose sur le plan éthique, ce sont les critères d'inclusion. Est-ce que c'est la proximité géographique entre le donneur et le receveur? Est-ce que c'est la jeunesse du receveur qui doit primer? Est-ce que ce sont des considérations d'ordre économique? En tout cas, la question des priorités sur les listes d'attente est gérée par des organismes qui sont Europe Transplant, France Transplant et d'autres organismes internationaux. Et c'est un grand casse-tête éthique pour savoir à qui on donne priorité. Mais au-delà de la réanimation, des transplantations, dans la médecine, il y a d'autres problèmes qui se posent, toujours grâce et à cause des technologies médicales. Vous savez que depuis que les PMA ont vu le jour, le premier bébé éprouvette, comme on l'a appelé, ces techniques se sont énormément développées et aujourd'hui, on propose bien sûr des PMA, mais aussi des grossesses pour autrui, des GPA, également des ICSI, le choix de certains spermatozoïdes qu'on implante dans l'ovule et d'autres problèmes juridiques, éthiques et religieux qui se sont posés parce que ces PMA-GPA ont permis l'ouverture également de la parentalité aux homosexuels. Et donc, c'est un problème sociétal et un problème religieux en même temps. Bien sûr, ces PMA-GPA, cette technique, a aussi généré un dilemme économique puisque, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, il y a 500 millions d'euros qui sont investis par la sécurité sociale uniquement pour venir en aide à ces couples stériles ou aujourd'hui non stériles, ce sont les couples homosexuels qui ne peuvent pas, de par leur configuration anatomique et biologique, avoir des enfants. Et donc, ces 500 millions d'euros que le ministère de la Santé confère à ce domaine se fait bien entendu au détriment de maladies cardiovasculaires, de cancers, qui sont des vraies maladies celles-là, puisque le pronostic vital de ces patients est en jeu. Et donc la question qui se pose, quelle est la priorité entre des malades dont la survie est en cause et d'autres dont seulement la fécondité est en cause? Cette question peut être élargie aux priorités des maladies rares. Il y a un certain nombre de millions d'euros qui sont investis par la France, mais aussi par beaucoup de pays occidentaux, pour la recherche sur les maladies rares, alors que celles-ci ne concernent que quelques dizaines, quelques centaines de personnes. La question éthique, c'est dans quelle mesure cette recherche et ces technologies mises en œuvre et ces thérapeutiques qui sont également trouvées pour ces maladies rares, dans quelle mesure elles ont priorité sur la recherche sur des maladies dont des millions de personnes sont concernées, alors que là, ne sont concernées que des centaines de personnes au mieux.
La question des priorités par rapport aux technologies s'est posée ces dernières années également par rapport aux voitures autonomes, puisque dans ces voitures autonomes, on va inscrire dans l'ordinateur certaines conduites. Et cette fois-ci, ces conduites sont des conduites qu'on appelle les khatrila, a priori, et non pas des situations d'a posteriori, comme dans le cas de la réanimation, où on est de facto devant des personnes sur lesquelles on doit établir un choix de priorité pour les ramener à la vie. Dans les voitures autonomes, c'est un a priori, par exemple, dans l'ordinateur, il est facile de mettre que lorsque la voiture est confrontée à écraser une personne ou plusieurs personnes, il est facile de penser qu'on donne priorité à écraser une personne au lieu de plusieurs personnes. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme, par exemple, lequel des deux écraser? Lorsqu'il s'agit d'un bébé ou d'un jeune enfant par rapport à une personne âgée, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a la nationalité du pays dans lequel se trouve la voiture et un étranger. Qu'en est-il également des questions de religion lorsqu'on est en Israël, un juif par rapport à un goy, ou dans un pays où la majorité sont des blancs, un blanc par rapport à un noir ou à un jaune. Que faut-il choisir, puisque là, il y a lieu de faire des choix. Et donc, les questions éthiques qui sont posées peuvent se résumer en 2 points. Le premier point, c'est l'égalité des vies. Comme dit le Talmud, aucun sang n'est plus rouge que celui d'un autre. Mais en même temps, il y a la notion des priorités, puisqu'on peut envisager que l'utilité sociale d'un patient, son utilité économique, son utilité religieuse peut aussi rentrer en jeu dans la mesure où c'est un grand mécène. Est-ce qu'on va le laisser en réanimation mourir au bénéfice de quelqu'un d'autre qui serait venu ou avant lui ou en même temps que lui? La même chose, l'utilité sociale, imaginons qu'un grand médecin, un grand chirurgien arrive en réanimation, est-ce qu'on ne va pas lui donner priorité par rapport à un homme dont l'utilité sociale est bien moindre? De même, par rapport dans le domaine religieux, une sommité rabbinique, est-ce qu'on ne va pas lui donner priorité par rapport à quelqu'un qui a somme toute un homme ordinaire qu'on peut considérer comme un anonyme? Toutes les questions de l'égalité versus l'utilité se posent bien sûr dans des situations qu'on appelle des situations verrouillées, c'est-à-dire où nous avons un choix binaire, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Bien sûr, cette question de situation verrouillée n'est pas nouvelle en technologie. Elle est ancienne, malheureusement, tout le monde connaît le choix de Sophie, dans lequel où on avait proposé à une déportée de la Shoah de choisir entre sacrifier son fils ou sa fille. Dans le cinéma, dans le film Contagion, un film de 2011, on imagine une pandémie au niveau mondial, et là se pose la question des priorités de soins et de vaccination à qui? Est-ce qu'on les donne d'abord au personnel médical qui lui est chargé de soigner la population, au personnel de la sécurité civile, comme les pompiers par exemple, les militaires, ou au contraire, doit-on laisser ça sous le principe de l'égalité et choisir dans le sens de premier venu, premier servi? Et dans ce film Contagion, par exemple, eh ben, on a choisi le tirage au sort précisément pour ne pas faire de choix prioritaires qui seraient au détriment de la valeur du principe de l'égalité. Et donc, tirage au sort d'une lettre alphabétique et de toutes les personnes qui commencent par la lettre A, par exemple, et qui sont nées aussi une année et un mois tirés au sort. Donc, vous voyez que les situations sont nombreuses et peuvent se trouver aussi bien dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine économique, savoir à qui attribuer tel ou tel budget. Nous avons parlé des PMA, GPA dans le cas de stérilité, des maladies rares, mais aussi priorité dans les voitures autonomes. Que dit la halakha? Bien sûr, je vais survoler ce point de vue halachique en donnant 4 repères. Premier repère, c'est la Mishnah Ohalot qui établit la priorité d'une personne vivante venant au monde par rapport au fœtus. C'est la fameuse femme qui accouche et dont le nouveau-né, qui n'est pas encore né,
peut mettre en jeu la vie de la mère. Et donc, la Mishnah établit la priorité de la mère sur le fœtus tout le temps qu'il n'est pas sorti. Mais une fois qu'il est sorti, c'est nefesh, un nefesh face à une autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité de la mère par rapport à l'enfant. Dans le traité Troumot, on envisage la notion de la vie, de priorité de la vie entre une personne versus plusieurs personnes. Et la Mishnah dit que lorsque des voyous attaquent une caravane et qu'ils ne désignent personne en disant « livrez-nous une personne d'entre vous », la Mishnah dit qu'on ne livre personne, plutôt mourir tous que de livrer une seule personne. Donc, vous voyez ici que la notion du nombre de personnes ne joue pas en faveur de la pluralité, mais au contraire, en faveur de chaque individu. On ne livre personne, même si tout le groupe doit être sacrifié. Par contre, si on désigne l'une des personnes, pour Rabbi Yochanan, effectivement, on peut sauver le groupe dès lors qu'une personne est désignée par les voyous, mais pour Resh Lakish, c'est seulement si cette personne désignée est rachat et qu'il est condamné à mort, c'est-à-dire qu'il est passible de la peine de mort, c'est uniquement dans ce cas qu'on peut effectivement sauver la collectivité en sacrifiant cette personne désignée parce qu'elle est déjà Gavra Katila Katal, c'est une personne déjà passible de la peine de mort. Troisième occurrence talmudique, c'est le cas de Baba Mtsia, folio 62a, que tout le monde connaît. Il s'agit des deux compagnons qui sont dans le désert, qui n'ont qu'une seule gourde d'eau, et un seul peut sauver sa vie. Et si on la partageait en deux, les deux n'auraient pas la vie sauve, parce qu'ils n'arriveraient pas à un point d'eau suffisamment tôt pour sauver leur vie. Et là, il y a discussion entre Ben Petora qui dit que le principe de l'égalité des vies doit primer, plutôt que les deux boivent chacun la moitié de la gourde et qu'ils meurent plutôt que sauver l'une des deux vies. Et Rabbi Akiva, en exploitant le passou qui dit que ton frère vive avec toi, passou qui est dit dans le contexte de ribit, de l'usure, alors que Rabbi Akiva voudrait l'appliquer même dans le domaine de la vie. Autrement dit, ta vie a priorité sur celle de ton prochain, et dans la mesure où c'est toi qui as la gourde, elle t'appartient, c'est toi qui as priorité par rapport à la vie d'autrui. Mais Moshe Feinstein et que le Chazon Ish également dit que même si cette gourde appartenait aux deux, si l'un des deux veut se l'approprier et que l'autre est d'accord, le Chaye Olam, c'est-à-dire sauvegarder la vie de l'un des deux, prime sur le Chaye Sha'a de l'autre, sur la vie éphémère de l'autre. Autrement dit, la priorité ne revient pas simplement au propriétaire de la gourde, même dans le cas où la gourde appartiendrait aux deux, ou bien à une tierce personne qui leur a remis, ben le principe de Chaye Olam, de la sauvegarde de la vie d'un des deux, a priorité sur la vie éphémère d'autrui. Quatrième et dernière référence, c'est la Mishnah de Horayot, dans le folio 13a, dans lequel on envisage la priorité de la vie d'un homme par rapport à une femme, d'un Kohen par rapport à un Lévi, un Israël, d'un Talmid Chacham par rapport à un Kohen Gadol, et même d'un Talmid Chacham Mamzer par rapport à un Kohen Gadol Haaretz. Et là, la Mishnah dit, et je m'arrêterai uniquement sur ce point, que l'homme prime sur la femme par rapport à la sauvegarde de la vie. Bien sûr, il y a des Rishonim comme le Meiri qui vont dire que cette Mishnah ne parle pas de la sauvegarde de la vie, mais plutôt que subvenir aux besoins alimentaires de l'homme par rapport à la femme, c'est là où il a priorité. Mais beaucoup de Rishonim disent que l'homme a la sauvegarde de la vie par rapport à la femme. Mais on peut imaginer que c'est parce que l'homme est plus indispensable pour la famille dans la mesure où il apporte, c'est lui le pilier économique de la famille. Mais cette Mishnah pourrait être révisée aujourd'hui, par exemple, où l'homme et la femme travaillent. Mais d'autres décisionnaires réfléchissent justement à propos du Covid, où nous avons eu plusieurs personnes qui sont arrivées en même temps dans le service, des hommes et des femmes, des Talmidei Chachamim et des Amei Haaretz, des Kohen, Lévi et Israël. Et à l'époque, on envisage même la question
du Kohen Gadol par rapport au Melech et au Navi, dans cette même Mishnah que j'ai citée. Et ces décisionnaires contemporains disent qu'aujourd'hui, cette Mishnah n'est pas applicable parce que ceux qui sont pris en charge par les hôpitaux ne sont pas ni un homme ou une femme, ni un Kohen ou un Lévi en Israël, mais plutôt des cotisants qui ont a priori les mêmes droits les uns que les autres, puisqu'ils ont cotisé de la même manière. Et donc, là, n'entrerait en jeu ni le sexe, ni la religion, ni l'instruction, euh, euh, ni, le, ni aucun autre critère ne pourrait être en jeu, mais uniquement la notion de cotisation. Dans la mesure où ils sont cotisants, personne n'a priorité sur personne. Mais en même temps qu'ils veulent nous faciliter la tâche, ces décisionnaires contemporains nous la compliquent. Parce que si vous avez 10 personnes qui arrivent en même temps, ben, lorsqu'on a un Kohen et un Lévi Israël, ben, on donne, selon cette Mishnah, priorité au Kohen, puis au Lévi, puis Israël. Mais si on les considère comme des cotisants, ben, les trois sont des bénéficiaires au même titre. Et alors, comment faire lorsqu'il n'a que 3 ou 10 appareils de réanimation, alors qu'on a 20 personnes qui arrivent? Donc, le casse-tête reste complet. Et c'est là où intervient le dernier point, la personnalité. Nous avons parlé tout à l'heure de la personnalité utile, du critère d'utilité, utilité sociale, économique ou religieuse. Et la question s'est posée déjà au Radbaz et au Chacham Tzvi, qui pensent qu'il n'y a lieu de faire aucune exception par rapport à l'utilité de la personne, l'utilité sociale. Dans le cas du Covid, vous avez vu que les gouvernements occidentaux ont donné priorité d'abord aux professions médicales parce qu'elles sont plus utiles pour soigner les gens, puis aux professions du génie civil, la sécurité civile, c'est-à-dire les pompiers, la police et l'armée parce qu'ils sont aussi utiles, puis après aux personnes vulnérables. C'est comme ça que les pays occidentaux ont géré la chose. Mais le Chaye Adam dit que la notion d'utilité, contrairement au Radbaz, la notion d'utilité peut s'entendre et il y a lieu, et il envisage même la question, par exemple, de quelqu'un qui serait un Talmid Chacham mouflag dans la Torah écrite et, dans la Torah, et un autre dans la Torah orale. Et il dit en l'occurrence que il faut donner priorité à celui qui est dans la Torah orale parce que lui, il est halakha le maaseh et la population a besoin plus de ces personnes que ceux qui ont des connaissances qui ne sont pas halakha le maaseh. Voilà. Voilà brièvement brossé la question des priorités dans le domaine médical, dans le domaine social, économique et religieux, et dans le domaine, bien sûr, des voitures autonomes, comme je l'ai mentionné, puisque là, c'est les là que les gouvernants doivent décider quoi mettre dans les ordinateurs pour gérer ces situations verrouillées où le choix est binaire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, alors voilà, j'aurais peut-être une question simplement à vous poser pour terminer par rapport à votre intervention qui était très agréable. La question est la suivante. C'est par rapport aux voitures autonomes qui marchent, donc qui peuvent fonctionner aussi bien Shabbat. Est-ce qu'au niveau de la halakha aujourd'hui, il y a des avis qui peuvent imaginer qu'on pourrait utiliser sous certaines formes ces voitures autonomes, c'est-à-dire qui fonctionneraient sans conducteur? Je laisserai ça aux décisionnaires des post-kim. Ça m'étonnerait, ça c'est mon sentiment, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent le Shabbat par rapport à ces voitures autonomes, ne serait-ce que pour mettre le moteur en marche ou bien l'arrêter quand on a fini de l'utiliser. Beaucoup de problèmes se posent. Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à un problème qui a été posé au 19e siècle, 20e siècle, début du 20e siècle, qui était avec le métro à Paris? Oui, sauf que le métro, il y a un conducteur pour tout le monde et on est à Paris, c'est un conducteur goy et que là, il s'agit d'une voiture qu'on fait fonctionner soi-même, pour soi-même et donc les licences à l'ARIC sont plus difficiles à obtenir. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. On aura le plaisir de vous retrouver et à une prochaine, si Dieu veut. Merci voilà, beaucoup. et encore une fois, mon dernier livre, c'est le 13e chapitre de mon dernier livre où je parle des priorités en réanimation et dans ces domaines que j'ai cités brièvement. Voilà, c'est pour toute personne intéressée et avec plaisir.
Est-ce que le Rav Shaul David Boshko nous entend? Mais vous ne m'entendez pas. Ah, voilà. On vous entend, on vous voit très bien. Voilà, on est Merci. content de vous avoir ce soir. Bien. C'est pour le sujet que vous aviez choisi, c'était est-ce que les robots remplaceront les rabbins? Par rapport à toute cette notion d'intelligence artificielle, on voit que on peut très bien trouver des réponses à l'Afrique en ouvrant simplement Google. Il y en a qui l'appellent Rav Google. Et donc, on se demande si c'est ça, un posek halakha, c'est simplement donner des réponses ou c'est beaucoup plus, et c'est à vous nous attendons de votre part. Alors d'abord, bonsoir à tous. Alors c'est une question intéressante, mais j'aimerais d'abord peut-être faire une distinction entre, vous savez, dans le travail de rabbin, le rabbin n'est pas que quelqu'un qui va dire la halakha. Et les rabbins, vous savez, les rabbins, en fait, c'est comme tout homme. Et nous avons tous des mitzvot. On doit visiter les malades, on doit consoler les endeuillés, on doit accompagner les personnes à leur dernière demeure. Et puis les smachot, on doit être présent, on doit accompagner les gens. Eh bien, ça, les machines ne peuvent pas le faire. Ça, c'est, les machines, c'est très bien. Et je veux dire que toute avancée technologique est une bracha. Et en faisant la distinction entre ce qui est un moyen et ce qui est un moyen pour pouvoir prendre de bonnes décisions, et puis ce qui est du contact humain. Et le contact humain entre les hommes, si les machines remplacent les hommes, eh bien c'est bien triste. On voit ça lorsqu'il y a des enfants qui sont devant leur écran pendant des heures et qui ne vont pas jouer du football. Eh bien c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de contact humain. Le tov eyot ha'adam levado, la Torah nous dit. C'est pas bon que l'homme soit seul. Et une machine, aussi intelligente qu'elle soit, eh bien, ne peut pas remplacer la sociabilité. La sociabilité. Nous avons besoin de contact, nous avons besoin de paroles, nous avons besoin de gentils mots, on a besoin de relations humaines. Donc, très souvent, le rabbin, et ça dépend, vous savez, il y a des rabbins qui sont des maîtres, il y a des rabbins qui sont des rabbins de communauté, il y a des rabbins qui écrivent des livres, il y a des rabbins qui répondent à des questions comme ça. Donc, chacun son boulot. Mais de manière générale, un rabbin, comme chaque juif, eh bien, ne peut pas être remplacé par des machines parce que ce que l'homme a besoin, c'est le contact, c'est l'amour, c'est le sourire, c'est… Voilà. Maintenant, ceci dit, vous avez parlé du Rav Google, vous avez bien fait. Effectivement, il y a quelque chose de très important à expliquer. La connaissance est un pouvoir terrible. Et celui qui a la connaissance par rapport à celui qui ne l'a pas, eh bien, il est comme au-dessus de lui. Et c'est ainsi, par exemple, vous allez chez le médecin, eh bien, il vous dit, vous avez ci, vous avez ça. Vous ne savez pas s'il dit vrai, s'il ne dit pas vrai. Vous ne pouvez pas discuter avec lui parce que vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Alors, ce que font aujourd'hui les gens, ils vont regarder sur un Google ou Google Médecine pour pouvoir avoir une idée, essayer de comprendre, pouvoir discuter. Peut-être qu'il y a une autre voie que ce que ce docteur a proposé. Et alors, on peut aussi se fourvoyer, on peut se faire de grands soucis, alors qu'en vérité, c'est rien du tout. Ou au contraire, négliger ce que le médecin dit en disant ouais, il a pas vu cela, etc., etc. C'est-à-dire que le médecin est en pouvoir parce qu'il a la connaissance. Et aujourd'hui, nous souhaitons que les patients, après je parlais des juifs et de la halakha, eh bien, il est important que les patients aient la connaissance, qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent se dire non, il faut absolument que je demande à quelqu'un d'autre parce que j'ai vu qu'il y a un choix possible. Et ça, vous savez, dans le passé, vous aviez quelqu'un qui était à l'hôpital à 30 ou 40 ans. Alors, il y a c'était pas sur ordinateur. Alors, il y avait le dossier médical. On ne permettait pas aux patients
de regarder leur dossier. Alors, si on voulait regarder le dossier, il fallait le faire à un moment où l'infirmière ou le médecin ne sont pas là. Hein? Alors, c'est donc, ça, c'est pas bien. Hein? Le médecin, il doit expliquer, et puis s'il y a une autre possibilité, il doit le dire, et puis il y a peut-être quelqu'un de plus compétent que lui, il doit le dire aussi. Alors, la connaissance que nous avons avec les moyens d'aujourd'hui, eh bien, nous permettent de pouvoir discuter, de pouvoir douter, de pouvoir ainsi être responsable. Alors maintenant, on va parler du rabbin, puisqu'on a parlé du rabbin. Eh bien, le rabbin, son devoir, autant que possible, c'est de faire qu'on n'ait pas besoin de lui. La Gemara enseigne que celui à qui on vient Shabbat ou Yom Kippour, lui poser la question si on a le droit de faire telle chose ou telle chose pour une personne malade, il a dit, ce rabbin, il faut le jeter. Il n'a pas fait son travail. Il aurait dû enseigner aux personnes qu'en cas de risque, même lointain, eh bien, il faut manger, il faut faire le travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous dit ici la Gemara? Eh bien, elle nous dit, ne garde pas l'information pour toi, mais transmets l'information les gens ne sont pas des idiots, transmets l'information pour que les gens puissent prendre leurs décisions par eux-mêmes. C'est-à-dire, un maître doit être quelqu'un qui enseigne de telle manière qu'on peut se passer de lui. D'ailleurs, j'ai vu par exemple des grands organismes comme ça, comme Pour, etc., qui donnent des instructions pour Kippour. Alors, ils expliquent que s'il y a un problème, eh bien, à Kippour, peut-être pour une femme qui était enceinte, eh bien, il faut demander au rabbin. Et pourquoi il faut demander au rabbin? Le rabbin, il va le trouver comment? On va le chercher au milieu de la synagogue, au milieu de la prière, on va le sortir. Et non, dites aux gens, s'il y a le moindre doute, eh bien, madame, vous buvez, vous mangez, vous ne prenez pas des risques. Parce que si vous posez la question, c'est que vous avez un doute. Alors, si vous avez un doute, quoi, le rabbin, ben, il ne connaît pas la médecine. Hein? Il ne connaît pas la médecine. Par conséquent, maximum, il faut demander à un médecin. Il faut appeler par téléphone un médecin pour poser la question. Et à mon avis, si on est dans le doute, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas prendre de risques inutiles? Donc, nous, les rabbins, notre devoir, c'est d'enseigner de telle manière que les gens n'aient pas besoin de nous. Et en ce sens-là, l'intelligence artificielle, alors ça, je ne connais pas suffisamment pour pouvoir en parler de manière intelligente. Et le Rav Morali, lorsqu'il m'a demandé de parler d'intelligence artificielle, j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Hein? Mais on va parler de ce que nous connaissons et qu'il y a déjà énormément de choses. L'accès à la connaissance entre ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y a 40 ans est complètement différent. Et c'est extrêmement important d'enseigner aux gens comment utiliser tous ces moyens. Alors, on peut poser la question à l'intelligence artificielle, eh bien, dites-moi, j'ai une question à l'Afrique, dites-moi la réponse seulement, Rav Ovadia Yosef, et ça, Rav Mordechai Eliyahu. Je rappelle, quelqu'un m'avait téléphoné, il m'a dit, moi, je suis le Rav Mordechai Eliyahu. Et la question, à l'œuf Medgimel, il y a la question, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, Rav Mordechai Eliyahu va lui poser la question. Moi, je peux vous dire ma réponse. Vous l'acceptez, c'est pas grave. Mais je ne peux pas vous répondre selon le Rav Mordechai Eliyahu. Ce n'est pas une encyclopédie. Et la halakha ne doit pas être une encyclopédie. Une encyclopédie et l'intelligence artificielle, ce sont des outils intelligents, importants, qui peuvent nous apporter des données qu'il nous est très difficile de rassembler seuls. Donc, il y a d'ailleurs beaucoup plus de possibilités aujourd'hui que dans le passé. Et en ce sens-là, c'est très bien. C'est le bienvenu. Et il faut souhaiter autant que possible que les gens apprennent à utiliser cela pour se faire une idée. Parce que, et c'est très, très important, le rabbin doit donner quelquefois des choix. Quelquefois, la personne a besoin qu'on lui dise comme si, comme ça. Elle a besoin, c'est son besoin
psychologique. Elle a besoin d'être rassurée et puis d'être guidée. Mais très souvent, eh bien, il faut aider les gens à prendre leurs propres décisions. Parce qu'il y a des questions plus simples, et vraiment plus complexes. Les questions plus simples, il faut savoir, il faut avoir étudié, il faut savoir, on peut appeler le rabbin, il téléphone, il répond, et puis on peut regarder dans un livre, on peut regarder dans Google, on peut avoir des informations. Il y a des questions qui sont plus compliquées, où la réponse n'est pas ni oui ou non. Eh bien, parce que la vie, elle est complexe. Parce que, je vais donner par exemple des grands principes d'Halakha qui vont comprendre que les choses, on ne peut pas le faire uniquement en tapant voilà. Je me rappelle, j'ai appelé un médecin un jour pour un problème que j'avais. Bon, puis il m'avait parlé au téléphone. Alors, il m'a posé des questions. Alors, j'ai compris, il avait un protocole. Alors, il a sorti de l'ordinateur. Monsieur, il a tel problème. Eh bien, on va regarder les questions qu'il faut poser pour avoir la réponse. C'est très bien, ça aide. Voilà. Ça aide. S'il était devant lui, peut-être qu'il aurait vu quelque chose pour poser une autre question qui allait plus loin que celle que j'ai exprimée, parce que le patient n'exprime pas toujours tout. C'est comme ça aussi dans la halakha. La halakha, il faut écouter, il faut comprendre que voilà, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un derrière, et ce quelqu'un derrière, on ne peut pas simplement dire oui, non, permis, interdit. On doit écouter, on doit savoir s'il y a une douleur, s'il y a une souffrance, parce que quelquefois, ce qu'a priori un interdit, parfois on le permet. Nous avons des outils dans la halakha qui permettent de pouvoir permettre même des choses interdites. Matir à sourire. Hein? Alors, il ne faut pas permettre ce qui est interdit, bien entendu, mais il faut utiliser les outils que la Torah nous a donnés, et on ne les utilise pas toujours. Et c'est important, il y a des outils. Alors, peut-être le rabbin à qui la personne a demandé n'utilise pas nécessairement cet outil, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, il pourra arriver à cette connaissance. Je vais donner quelques exemples pour comprendre le principe. Par exemple, la Gemara, il faut faire une différence. C'est quelque chose d'interdit de la Torah, interdit de Rabbanan. Si c'est interdit de la Torah, c'est plus difficile de permettre, même en cas de difficulté. Si c'est un interdit de Rabbanan, parfois on peut le permettre, pas de manière générale, non, mais parfois, par exemple, il y a des règles que si l'interdit va créer une honte, la Gemara dit grand est le respect des créatures. Regardez cette phrase magnifique de la Gemara. Grand est le respect de la créature que ça repousse un interdit de la Torah. Je rappelle un exemple, petit exemple. Vous savez, avec quelqu'un de ma famille qui avait perdu un enfant, qui avait été malade pendant très très longtemps, qui était aussi une veuve de longues années. Et sa fille, qui était en bonne santé, est venue la voir avec un bébé qu'elle venait d'avoir. Et puis la grand-mère, qui était en deuil de sa fille, a pris le bébé dans les bras. Alors quelqu'un qui était présent, il a dit c'est interdit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mon père qui était là-bas, il dit c'est toi. Hein? Et puis après, l'autre a posé la question d'où. Alors, on fait une langue responsable, mais sans langue responsable. Et comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Une mère endeuillée, qu'elle crie, mais là, qu'elle prend son petit enfant dans les bras, on va le lui arracher. C'est pas des choses que, si on sait Gadol Kvod Habriot, qu'il faut être sensible à la souffrance de l'autre, alors on dit c'est un interdit de la Torah, ça, non, certainement pas. Laissez passer. Laissez passer, que cette femme puisse pouvoir avoir un petit sourire avec sa petite fille qui vient, qui va rester là que quelques jours, parce que
elle devait rentrer ensuite. Voilà, donc ce sont des exemples que si on va utiliser l'intelligence artificielle pour être une machine à donner des réponses, comme encore mieux outillée que Google, etc., et qu'il n'y a pas de conscience, qu'il n'y a pas d'humanité, eh bien, on est mal parti. Ça, c'est pas bien. Si c'est utilisé pour pouvoir, au contraire, il y a encore quelque chose auquel je n'ai pas pensé, qu'on peut peut-être utiliser pour pouvoir soulager quelqu'un d'une souffrance, alors c'est un outil formidable. C'est comme tous les atomes, on peut tuer, et puis les atomes, on peut l'utiliser dans la médecine. Et vous savez, il ne faut jamais être contre l'avancement de la connaissance. Toute connaissance, de toute façon, on ne peut rien arrêter. Toute connaissance est une bracha, toute avancée technologique est une bracha selon l'usage que l'on en fait. Non? Alors, pour répondre à la question, est-ce que le robot va remplacer le rabbin? Alors, je vais dire, la réponse est que le rabbin doit tout faire pour que les gens puissent avoir la connaissance sans avoir besoin de lui. De ne pas utiliser cette connaissance que nous avons pour dominer l'autre. Non, il ne faut pas dominer, il ne faut jamais dominer. Il faut toujours être à l'écoute et servir. Et servir et ne pas asséner nos vérités et notre connaissance. Et peut-être que, comme ça existe, des manières d'agir comme ça, eh bien, tout ce qui pourrait empêcher ceux qui ont la connaissance d'en abuser, eh bien, en fait, c'est une bracha. Maintenant, si ça devient quelque chose qui remplace l'humain, alors là, c'est pas bien. Voilà, ça doit être un moyen, mais ça ne doit pas remplacer le contact humain, le sourire, la relation humaine qui est tellement, tellement importante. Et peut-être dans notre temps, tellement mécanisé, eh bien, c'est encore plus important que toujours. Alors, demandons placement à nos rabbins, à nous tous, d'être à l'écoute des gens, d'entendre, voilà, aujourd'hui, il y a un coup de téléphone, on regarde, celui-là je réponds pas. Voilà, c'est parce que, ouais, c'est triste comme ça. C'est triste comme ça, celui-là, je l'efface, hein, ça n'intéresse pas. Voilà, il me dérange. Alors, essayons de répondre à tout le monde, essayons d'être gentils avec tous. Et ce n'est pas seulement Rabbin, c'est tout le monde. Nous devons tous garder notre humanité dans cette société très mécanisée, très scientifique, et utiliser toute cette science, l'utiliser, pas dire non, c'est bien, c'est formidable, mais l'utiliser pour faire du bien. Voilà. Si je n'ai pas été trop long. Arav Bosco, un grand merci pour cette leçon d'humilité, cette notion d'humanité que nous avons pu encore apprécier cette fois-ci, comme les fois précédentes. Et nous voulons nous renforcer de ces enseignements pour continuer Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Arav. Très bien. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. C'est un plaisir. Voilà, nous avons maintenant le plaisir de recevoir le grand rabbin de Metz et de la Moselle, Bruno Fison, qui est aussi docteur vétérinaire. Est-ce qu'il nous entend? Parfaitement. Alors, voilà. En tout cas, je suis content que tu puisses t'associer à notre réflexion de ce soir. La question que je te pose est un peu différente des questions qui ont été posées précédemment. C'est plutôt par rapport aux viandes artificielles, promesses d'avenir. Comment tu vois les choses, comment tu imagines les choses? On t'écoute avec plaisir. Bien. Eh bien, écoute, effectivement, merci Sadia, monsieur le rabbin Morali, un ami de longue date. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, d'avoir pu écouter, évidemment, le rabbin Boschko. C'est toujours un moment très fort de l'entendre. Alors, je vais être un petit peu, effectivement, un peu technique. Il faut bien essayer de comprendre de quoi on parle, ce que c'est que cette viande artificielle et quelle est la position des rabbinim, parce que, évidemment, elle commence à pénétrer doucement, à se développer, alors pénétrer le marché pas encore, mais on va bientôt y arriver. Il faut avoir donc une position à l'Afrique par rapport à cela. Alors, un petit retour en arrière, c'est pas très vieux, la technologie des viandes artificielles, elle date de 2013, c'est un
un professeur de l'université de Maastricht en Pays-Bas qui s'appelle Mark Post, qui va créer le premier hamburger cultivé en laboratoire. Son prix à l'époque, 325 000 $. On imagine évidemment qu'on ne pouvait pas consommer ça. Donc, c'était une discussion à l'époque qui apparaissait extrêmement théorique. Mais de plus en plus, l'accélération des techniques et des recherches fait que bientôt, on arrivera à un coût raisonnable pour le consommateur. Et ça va devenir une denrée, une protéine importante, on l'a dit, une protéine qui pourrait remplacer les animaux à terme. Et surtout, et c'est ça très important par rapport à nous, c'est qu'on nous propose une autre alternative qui, nous, juifs, nous gêne beaucoup, c'est la multiplication des élevages d'insectes. Voilà, la nouvelle protéine du futur, ça sera les insectes. Évidemment, on n'y exclut, à part peut-être une sauterelle, il faut la déterminer. Donc, on a ici, avec la viande artificielle, quelque chose qui m'apparaît tout à fait intéressant. Alors, le principe en plus, ce qui est intéressant, c'est que les sociétés israéliennes, aujourd'hui, sont à la pointe de cette technologie, il faut le souligner. Alors, le principe, c'est quoi? Il s'agit de l'extraction de cellules musculaires, souches, à partir d'un animal. Ces cellules sont mises en culture avec des nutriments, c'est-à-dire différents éléments, et différents agents chimiques également, qui permettent à ces cellules de croître. Et puis, elles vont s'agglomérer, elles vont se mettre les unes avec les autres, formant des bandes musculaires. Et on imagine qu'à peu près 2000 bandes sont nécessaires pour obtenir un hamburger. Donc, en d'autres termes, on va aller prélever quelques cellules musculaires sur un animal que l'on va mettre sur une espèce de tapis de nourriture, de nutriments, comme on dit, et ces cellules musculaires vont se développer pour donner un tissu musculaire, de la viande, tout simplement, que l'on pourra consommer. La source de ces cellules musculaires est de deux natures. Soit qu'on va prélever sur un animal vivant, on va voir les problèmes à l'Afrique que ça peut poser, soit qu'on va le prélever sur un animal qui vient d'être abattu tout après, vraiment immédiatement après, selon un process conventionnel, abattage avec un étourdissement, ou selon une shrita. Donc voilà les possibilités qui nous sont données. Il y a encore une autre méthode, mais je vais la garder pour la fin. Celle-là, elle est très particulière, celle dont a parlé le grand rabbin d'Israël, Rav David Lau, mais on gardera ça pour la conclusion. Restons dans cette méthode, disons, maintenant plus devenue classique de culture de cellules. Alors, quels sont les problèmes à la fin? Cette viande-là qu'on a obtenue, est-elle cachère ou pas cachère? Première question. Et si elle est cachère, est-elle bassari, freichtig, ou est-elle parvée? Et puis, dans le cas où on prélève donc, ces cellules musculaires sur un animal vivant, il y a deux techniques, soit on prélève sur un animal vivant, soit on prélève sur un animal qui vient d'être abattu. Si on le prélève sur un animal vivant, est-ce qu'on n'aurait pas un problème de Ever Minachai, c'est-à-dire qu'on a le prélèvement, est interdit, ça fait partie des 7 lois de Noé, l'interdiction de prélever le membre d'un animal vivant. Là, je vais couper une patte à une vache et je vais la cuire, c'est une interdiction absolue de la Torah, pas seulement pour les Juifs, mais pour l'ensemble de l'humanité, c'est une très grande cruauté. Est-ce qu'en prélevant ces quelques cellules, on tombe sous le coup d'Ever Minachai? Bon, voilà les questions à l'Afrique qui se posent. Alors, il y a une source intéressante dans le Talmud, un traité de Sanhedrin, page 59b, où on parle du cas d'une viande miraculeuse. Il y a un rabbi qui s'appelle Rabbi. C'est intéressant parce que souvent, on a des textes dans la Gemara qui semblent être, pour l'époque, n'importe quoi, on ne comprend pas, ça a l'air d'être un conte. Et puis, on voit que ces textes, finalement, sont d'une extrême modernité parce que transposés 2000 ans plus tard, ça résonne à mes oreilles. Une viande miraculeuse. Il y a Rabbi Shimon ben Chalafta qui est en chemin. Il se fait attaquer par 2 lions. Les lions sont affamés et ils rugissent. Que fait donc Rabbi Shimon ben Chalafta? Eh bien, il dit ce pasouk des psaumes, psaume 104, les lionceaux rugissent après la proie, et demandent à Dieu, à Hachem, leur pâture. 2 morceaux de viande tombent du ciel, un morceau est dévoré par les lions et l'autre est délaissé. Pourquoi il y a eu 2 morceaux? Tout simplement pour que le Rav puisse se saisir de ce morceau, l'amener au Beth Midrash, très amusant, il y a beaucoup d'humour là-dedans, et il pose, la maison d'études, et il pose la question à tous les rabbinim et talmidim qui sont là-bas, cette chose-là, elle est tamée, elle est impure, ou au Tao, elle est pure? On peut la manger, on ne peut pas la manger? Alors, évidemment, on lui répond, non, il n'y a aucune chose impure qui tombe du ciel. Tout ce qui tombe du ciel est Tao, on peut la manger. Et Rabbi Zera demande à Rabbi, Kacher, là, qui tombe du ciel, c'est tamé ou c'est Tao? On lui répond,
aucune chose impure nous tombe du ciel. Donc, on a quelque chose d'extraordinaire ici, à ce niveau-là. Ah, c'est très bien, magnifique. Ah ouais. Donc, on a quelque chose d'extraordinaire. Bravo pour la synchronisation. Donc, question, on pourrait penser finalement qu'une viande miraculeuse, ben voilà, il n'y a pas de problème, c'est cachère dans tous les cas. Bon, ça allait vite en besogne, bien évidemment. Le Malbim explique dans son commentaire sur la paracha de Vayera que la viande, effectivement, miraculeuse est pas même, et c'est la raison pour laquelle Abraham Avinu, lorsqu'il a servi donc le lait, la crème aux 3 anges venus le visiter, vous connaissez bien cette histoire-là, il a mis de la viande avec, puisque c'était la viande miraculeuse, elle est pas même. Bon, c'est une explication possible de ce passage, je ne vais pas m'étendre, mais c'est intéressant. Et donc, effectivement, on pourrait assimiler notre hamburger synthétique à cette viande miraculeuse, qui serait donc cachère ou pardon. Je vois déjà les uns et les autres se délecter avec des cheeseburgers, le fromage qu'ils font sur la viande, etc. Mais en vérité, cette comparaison n'est pas si judicieuse que ça. Car la viande miraculeuse, ben, elle ne sait pas d'où elle vient. Elle vient du miracle, elle vient du ciel, on ne sait pas si elle vient d'une vache, elle est miraculeuse. La viande synthétique vient bien d'un animal vivant, bon, ou abattu. Alors, si on dit qu'effectivement, cette viande synthétique est issue d'un processus non naturel, bon, c'est la réalité, puisque évidemment, c'est l'homme qui va mettre la main à la pâte, il faudrait au moins procéder sur l'animal, sur de ces cellules-là, une shrita, et de façon effectivement à éviter la problématique de ce qu'on appelle donc la notion d'Ever Minachai. Alors, cette notion d'Ever Minachai, on va en dire quelques mots quand même, c'est intéressant, donc on a dit que c'était les 7 fois noachiques. On ne peut pas, on pourrait imaginer qu'effectivement, le prélèvement de ces cellules-là tombe sous le coup d'Ever Minachai. On va dire, oui, mais c'est très très peu, c'est quelques cellules, et puis ce n'est pas un organe vital pour l'animal. Donc, certains peuvent considérer que, quelque part, il n'y a pas Ever Minachai. Ce n'est pas un membre vital de l'animal, ce sont quelques cellules, ce n'est même pas visible à l'œil nu. Et donc, quelque part, on n'aurait pas cette dimension d'Ever Minachai, alors que d'autres disent, oui, peut-être qu'on ne verrait pas cette chose, on ne la voit pas à l'œil nu. Mais tout de même, sans ces cellules musculaires que l'on prélève sur l'animal, eh bien, aucune viande, aucune synthèse de viande n'est possible. En vérité, ce sont des cellules musculaires qui se multiplient comme ça de façon importante. Et donc, le point de départ, eh bien, c'est bien ces cellules-là. Donc, je ne peux pas considérer ça comme négligeable. Donc, le risque d'Ever Minachai subsiste, une discussion entre les rabbins. Il y a également d'autres discussions qui se portent. C'est très intéressant. On voit comme d'ailleurs l'évolution à la halakha sur d'autres domaines peut nous servir. On peut objecter, effectivement, que ces cellules microscopiques sont invisibles à l'œil nu et donc ne constituent pas un élément qui est pris en considération par la halakha. Par exemple, un autre exemple, lorsqu'on nettoie les végétaux, les salades, on cherche les insectes. Mais si les insectes ne sont pas visibles à l'œil nu, on considérera que la salade et les on pourra la consommer ainsi. On n'aura pas besoin de prendre un microscope ou une loupe binoculaire très sophistiquée pour aller traquer les insectes. S'ils ne sont pas visibles à l'œil nu, c'est cachère. Pas de problème, on pourra, même s'il y a des tonnes d'insectes microscopiques sur la salade, c'est cachère, on la mangera, on n'aura pas de problème. Et donc, finalement, on pourrait appliquer la même chose. Ces cellules-là prélevées sur l'animal, elles n'ont pas vraiment d'existence halakhique, c'est juste visible au microscope, donc il n'y a pas de problème d'Ever Minachai, il n'y a peut-être même pas de problème de dire que c'est bassari, et il n'y a peut-être même pas de problème, à la limite, de dire qu'effectivement, ça vient d'un animal cachère, pourquoi pas. Donc, on aurait un point de départ microscopique que la halakha ne prendrait pas en considération. Là-dessus, il y a eu une discussion il y a quelques années que je rapporte au nom de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, qui lui parlait, évidemment, il ne parlait pas de viande artificielle, ça n'existait pas à son époque, mais il y avait déjà des manipulations génétiques à son époque, et notamment la fabrication des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Et alors, la question qui se pose, est-ce qu'il existe la notion de kilaïm, c'est-à-dire une loi, une halakha, qui interdit de mélanger, de semer la vigne et le blé
au même endroit, que les deux plantes se mélangent, c'est interdit d'accord. Est-ce que si je fais une manipulation génétique, c'est-à-dire je vais prendre des gènes de blé, des gènes de vigne, et je vais les mélanger, est-ce que je tombe sous le coup de l'interdit des kilaïm? Très bonne question. Arav Shlomo Zalman Auerbach se pense là-dessus. Alors, a priori, on pourrait dire, ah non, il n'y a pas de problème, regardez, ce n'est pas visible à l'œil nu, l'oniré les enaïm, on ne voit pas ça à l'œil nu, il faut des microscopes électroniques, des microscopes gigantesques pour pouvoir voir les choses, donc on ne les voit pas. Donc, c'est comme les insectes sur la salade, pas de problème, je peux faire ce que je veux. Le point de départ n'est pas pris en considération par là. Mais répond Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, c'est très intéressant. Il dit, mais puisque les chercheurs manipulent ces gènes et les font passer comme ça d'une espèce à l'autre et mélangent, ça a de l'importance pour nous, comme s'il était visible à l'œil nu, niré les naïm. Parce que eux, pour eux, c'est important. C'est la notion qu'on appelle archevé, c'est-à-dire on redonne une importance à cela. Et effectivement, les insectes qu'on ne voit pas, ben, on s'en fiche, ce n'est pas notre problème, ça ne nous intéresse pas, on va manger notre salade. Mais là, on est intéressé à voir les choses. Et à nouveau, bien que ça ne se voie pas à l'œil nu, on ne peut pas voir cette manipulation génétique à l'œil nu, dit Rabbi Shlomo Zalman, eh bien, nous considérons qu'il y a ici une chashivut, une importance, qu'il faut en tenir compte du point de vue de la halakha, et donc il va interdire ce mélange de blé et de vigne. À partir de là, de Psak-Din, de cette décision de Rav Shlomo Zalman Auerbach, des décisionnaires contemporains, et je vais en citer deux qui sont dans deux mouvances différentes, donc ça tourne, ça d'accord. Le Rav Yaakov Ariel, tout d'abord, dit effectivement, on va se baser sur ce Psak-Din de Rav Shlomo Zalman Auerbach. On ne peut pas dire ici qu'il y a une nouvelle création, pas une Pratashot, qu'il n'y avait rien avant et qu'on va créer de la viande à partir de rien, une viande miraculeuse. On est bien parti des cellules musculaires, bien qu'elles soient microscopiques. Pour nous, elles ont une importance et pour nous, effectivement, on va considérer qu'elles sont le point de départ. Donc, conclusion, cette viande qu'on va obtenir sera en fonction des cellules de départ, ou musculaires de départ, c'est-à-dire cellules musculaires, elle sera bien bassari. Il faudra bien faire une shrita avant, et pour ne pas rentrer dans le doute, un doute de Eber Minacha, il y a un doute en tout cas, à dire que c'est vraiment Eber Minacha, il y a un doute, donc il faudra faire ça. Et l'autre Dayan vraiment de grande envergure, c'est Rav Osher Weiss, qui conclut exactement la même chose, se basant à nouveau sur le Psak-Din de Rav Shlomo Zalman Auerbach, en disant, eh bien, effectivement, sans cause équivoque, seule une viande artificielle issue d'un animal cachère abattu rituellement pourra être considérée comme cachère et cette viande-là sera passable. Voilà donc la conclusion qu'on peut dire sur cette viande fabriquée dans le laboratoire à partir des cellules musculaires. Alors on pourrait s'arrêter là, la chose pourrait s'arrêter là, sauf qu'une société israélienne très récemment a mis au point une nouvelle technique de fabrication de viande. Et c'est le Rav David Blau qui a été en personne, il a écrit un Psak-Din de 13 pages, c'est là au-dessus de 13 pages, vous invite à lire. Je vais essayer de résumer un petit peu, mais c'est très intéressant et très technique, bien évidemment. C'est une nouvelle façon de faire tout à fait révolutionnaire. Une société israélienne, c'est quand même assez extraordinaire. De quoi s'agit-il? On ne va plus maintenant prélever des cellules musculaires au départ. On ne va pas aller chercher sur un animal vivant ou abattu rituellement des cellules musculaires pour les développer. C'est une technique relativement simple à comprendre, qui est compliquée dans la réalisation, mais simple. Là, on va aller chercher chez une vache, écoutez-moi bien, ou une brebis, les œufs fécondés, c'est-à-dire les ovules fécondés. Après, quelques temps après la fécondation, on va les enlever de là-bas avant que l'ovule, l'embryon, ce n'est pas encore vraiment un embryon, c'est un amatile, avant qu'il fasse sa nidification, c'est-à-dire qu'il se lie à la matrice de la mère, on va les enlever de là-bas et on va ensuite mettre ces œufs fécondés, ces ovules fécondés, sur un tapis de nutriments, un tapis de nourriture, et en fonction de la nourriture, c'est ça un peu le génie qu'on va leur donner, on va orienter le développement de ces embryons. Ces embryons ne donneront pas des vaches entières, mais on va les orienter pour que toutes les cellules ne deviennent que des cellules musculaires. Et on va avoir ainsi de la viande au bout d'un certain temps. On peut aussi d'ailleurs faire cette technique par une fécondation in vitro. On obtient différents
ovules fécondés, que l'on va également orienter en fonction de la nourriture qu'on va leur donner vers des cellules musculaires. On pourrait le faire avec des cellules nerveuses ou des cellules de l'os, ce qu'on veut, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les cellules musculaires. Alors ça, c'est extraordinaire. Et dit le Rav Dilo, il explique ça, c'est extraordinaire parce que on parle de quelque chose de tout à fait différent. On parle pas plus de cellules musculaires, pas du tout. On parle d'un ensemble de cellules venant d'un ovule fécondé, d'un œuf fécondé, que si on le laissait chez la mère, il donnerait toutes sortes de tissus, de cellules. Des cellules musculaires, bien sûr, ça arrive, mais aussi, je ne sais pas, des poils, et des os et des nerfs, des choses qui, en généralité, sont par eux, n'ont pas de réalité véritable et donc de statut à l'Afrique particulier. Et donc, finalement, ces cellules-là, cet œuf de départ, il est lui-même parveux, comme tous les œufs peuvent être parveux, il est lui-même parveux. Et donc, ce qui veut dire que, pour imaginer qu'au bout de la chaîne, les cellules musculaires qu'on va obtenir, eh bien, elles ont le même statut que l'ovule fécondé de départ et qu'elles sont également parveuses. Et ça, c'est assez extraordinaire comme idée parce que on va obtenir des vraies cellules musculaires. On va obtenir quelque chose qui aura la texture de la viande, quelque chose qui aura le goût de la viande, qui aura l'odeur de la viande, la forme de la viande, mais qui sera parvue parce que le point de départ est un ovule fécondé qui est parveux. Un œuf de poule est parveux aussi, si on veut aller, c'est donner une comparaison un peu grossière. Et ça, c'est une chose assez extraordinaire qui ouvre de grandes perspectives. Alors, évidemment, on n'est pas du tout dans le cas des steaks végétaux où ils sont parveux, mais on sait très bien que ce n'est pas de la viande, ça se voit, c'est pas le goût de la viande, ça ne ressemble pas de la viande. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez incroyable. Et la conclusion de Rav David Lau est bien de dire, oui, cette viande artificielle, bien sûr, est cachère, il n'y a plus de problème de shrita, il n'y a plus de problème de verminacha, il n'y a plus tous ces problèmes-là, mais elle est parvue. Mais, et il met un bémol à la fin, il explique pourquoi on a, et il nous reste un grand problème, c'est le problème de Marataïn. Le problème de Marataïn va nous empêcher, si on peut dire, de manger à nouveau un cheeseburger, même dans ce cas. Pourquoi? Marataïn, je vais expliquer et rappeler, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est, mais c'est toujours bon de rappeler les choses, c'est lorsque vous allez commettre un acte qui est licite, il n'y a pas de problème du point de vue de la halakha, sauf que l'observateur qui va être à l'extérieur pourra l'interpréter de façon à ce que vous accusez ou dire, voilà, cet homme-là a transgressé quelque chose. Quand il rentre chez McDonald's, il veut acheter un Coca, McDonald's pas cachère, il y a des McDonald's cachères en Israël, pas cachère, et il veut acheter un Coca, et puis on va dire, il est rentré chez McDonald's. Autre chose plus claire, quelqu'un qui va consommer, par exemple, au niveau de la cache-route, qui va consommer du sang de poisson, et c'est rouge, il va prendre du sang de poisson, aucun interdit à trouver du sang de poisson, les gens qui vont le voir, il est en train de boire du sang. Autre cas, quelqu'un qui va, un cas déjà très ancien, rapporté par Alaha, qui va manger de la viande et se servir une rasade de lait d'amande, c'est une couleur blanche, etc. Là aussi, Marataïn, le regard qu'on portera sur lui sera défait. Donc, il faut mettre des signes. On dit, par exemple, le lait d'amande, on mettra la bouteille, quelques amandes, on montrera que, effectivement, il y a pas de lieu à ce. Mais Marataïn, c'est une dimension qui est très, très forte et qui, finalement, nous empêche, finalement, d'aller jusqu'au bout des choses. Et dans le cas qui nous intéresse, il semble vraiment très compliqué de déroger à cette règle et de permettre, pour l'instant, on établit des choses, de consommer cette viande artificielle venant de bulles fécondées avec du fromage parce que, comme je l'ai expliqué, on a biologiquement et gustativement de la vraie viande. Voilà, de la vraie viande dont l'origine n'est pas un animal, mais un œuf fécondé, mais on a de la vraie viande. Et donc, là, évidemment, il n'y a pas plus grand Marataïn que cela. Alors, est-ce que les choses évolueront? Je n'en sais rien à ce stade-là. On sait que, par exemple, dans certains domaines où il y a des habitudes qui ont été prises, où tout le monde fait ça, ça pose plus de problème. Par exemple, tartiner votre pain avec de la margarine et mettre une tranche de saucisson aujourd'hui, ça ne dérange plus personne. La margarine, ça ressemble à du beurre, etc. Non, parce que c'est devenu quelque chose d'extrêmement courant dans le monde et donc il n'y a plus de pain de ratage. Alors, combien
Combien de temps on restera sur cette idée de Marataïn? Je ne sais pas, ça c'est une question encore qui reste en suspens. En tout cas, et pour conclure, je ne sais pas si je dépassais mon temps ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, pour conclure sur cette chose assez extraordinaire, cette technologie assez extraordinaire, évidemment, ça pose beaucoup de questions, mais ce qui est intéressant, c'est que nos rabbinim, finalement, sont extrêmement réactifs. Et on réagit face à cette nouvelle technologie pour apporter les réponses à l'Afrique aux questions qui pourraient se poser. En tout cas, c'est sûr que c'est une technologie prometteuse qui nous permettra certainement de nous sustenter en protéines le jour où il y aura moins d'élevage, de limiter effectivement la pollution, on a parlé du méthane dégagé par les vaches, d'être moins enclin à l'attaque sur la shrita, un petit mot sur la shrita où on est attaqué partout en Europe, donc on sera moins sur la sellette à ce niveau-là, et effectivement d'avoir notre source de protéines qui serait cachère face au développement majeur dans les années à venir des protéines d'origine des insectes qui, évidemment, pour nous, resteront tout à fait prosaïques. Voilà donc un défi technologique extraordinaire et un défi à l'Afrique qui a déjà commencé, déjà à la hauteur de ces défis technologiques. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Bruno. Et puis, je ne sais pas si on doit se souhaiter de se retrouver une prochaine fois autour d'un repas de viande artificielle ou pas. Pour l'instant, il faudra avoir les moyens. Pour l'instant, ça reste encore assez cher. Mais je pense que d'ici quelques années, les courbes entre le prix de la viande naturelle et la viande artificielle vont se croiser et on aura ça dans nos supermarchés. Merci beaucoup pour toutes ces explications et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Je fais appel maintenant au professeur Noir Dana Picard, s'il est là, s'il est présent, pour intervenir sur le dernier sujet. Voilà. Alors, le professeur Dana Picard est directeur de la chaire de Torah et Sciences Machon Lev à Jérusalem. Je souhaite la bienvenue et on t'écoute avec plaisir sur le sujet que tu as choisi. Est-il naturel de se reposer sur une intelligence artificielle? On t'écoute. Voilà. J'espère que vous voyez l'écran que je vous montre. Tout à fait, tout à fait. Voilà, parfait. Voilà, alors effectivement, on va se parler d'intelligence artificielle. Enfin, du moins, c'est ce qu'on m'a plus ou moins demandé, proposé. C'est effectivement un sujet extrêmement moderne et il faut faire très très attention. Une habitude classique chez les mathématiciens, c'est de donner des noms qui ne correspondent pas vraiment. Par exemple, ceux d'entre vous qui ont un jour étudié un cours de probabilité ont appris quelque chose qui s'appelle une variable aléatoire. Or, il se trouve que ce que l'on appelle une variable aléatoire, ce n'est pas une variable et ça n'est pas aléatoire. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Et bon, alors une intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment une intelligence artificielle? Très vraisemblablement, oui. Mais bon, on a appelé ça de cette façon-là. Et en hébreu, ça s'appelle Bina Melachutit. Bina, c'est quelque chose d'absolument important. Ça n'est pas quelque chose de très technique, au contraire. Vraisemblablement, la plupart d'entre nous ont un jour entendu parler d'une expression que l'on doit d'ailleurs à Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'on utilise de façon parfaitement erronée quand il a dit à son fils Rabbi Elazar Nashim da'atan kala alehen. Et il y a des gens qui utilisent cette expression-là pour dire que les femmes ne sont pas intelligentes. J'imagine qu'aujourd'hui, ils n'osent plus tellement le dire, mais en tout cas, ceux qui utilisent ça comme ça ont oublié qu'ailleurs dans la Gemara, il est marqué que Bina était Rabbeisha et qu'on parle donc de différentes sortes d'intelligence. Le français a apparemment un seul mot pour désigner cela, c'est l'intelligence. L'hébreu a beaucoup plus d'autres mots pour parler de cela, Bina, Chochma, Da'at. Et on sait que le nombre de mots qui désignent une certaine chose dans une langue peut énormément varier. Les Touaregs n'ont pas tellement de mots pour désigner la neige ou la glace, alors que les Esquimaux ont 20 mots pour désigner cela. Alors, intelligence, qu'est-ce qu'on appelle de l'intelligence? Si on parle d'intelligence militaire, il y a des gens qui en profitent pour ricaner, ou d'intelligence avec l'ennemi. Donc, il faut essayer de savoir d'un petit peu de quoi on parle. Alors, on va commencer avec cette parabole qui est due à un chercheur français, Luc Trouche, qui est professeur émérite à
à l'École normale supérieure de Lyon. Et regardez bien les deux casseroles que vous avez là. Et apparemment, il y en a une qui est faite pour les droitiers et une qui est faite pour les gauchers. Oui. Et alors, on peut se poser la question, quand on a un gaucher qui veut prendre un petit déjeuner, eh bien, s'il n'a pas une casserole pour gaucher, il risque de ne pas pouvoir faire chauffer son lait et le verser dans sa tasse. Et donc, il va se retrouver face à un problème. Pour résoudre ce genre de problème-là, on a différentes possibilités. Mais celle qui n'est pas envisagée, c'est peut-être de verser quand même le lait par le côté où il n'y a pas le bec verseur. On peut quand même essayer et on y arrivera à le verser sans mettre trop de lait de côté. Une autre possibilité est de se passer de petit déjeuner, ce qui n'est pas non plus très sympathique. Il existe une possibilité d'avoir une casserole dans laquelle il y a deux becs verseurs. Donc, on peut, tout dépend comment on attaque le problème et avec quels ustensiles on va attaquer le problème. Passons un petit peu plus loin. Vous avez un petit peu suivi l'actualité. En 2020, à l'été, sont partis de la Terre 3 sondes vers Mars. J'étais sur l'une d'entre elles. Vous avez là ma carte de ce qu'on appelle la Cartis Alia Lamatos. Et vous pouvez voir le nombre de miles que j'ai récupéré là-bas. Ah non, ça n'est pas tellement apparent. Enfin, comme me dit mon gendre, avec les miles que j'ai récupérés là-bas, j'ai 2 allers-retours pour la Lune gratuitement. Et la personne sur l'image à gauche, c'est moi. Bon, pourquoi je vous ai montré ça? Ben, tout simplement parce que on fait beaucoup de travail maintenant pour arriver à comprendre ce qui se passe dans l'espace. On envoie des sondes, on envoie des engins spatiaux pour aller explorer ou pour regarder la Terre, pour explorer le cosmos. Mais si vous regardez le dessin qui est là sur le côté droit, c'est un dessin qui a été fait à la main par Kepler suite à ses observations de l'orbite de Mars quand on la voit évidemment depuis la Terre. Vous pouvez bien deviner que dans une vie entière, on ne voit pas forcément toute l'orbite d'une planète. Peut-être a-t-il vu toute l'orbite de Mars, j'y crois pas trop, parce qu'en plus, il habitait un endroit où c'était souvent nuageux. Mais il a réussi à tracer cette courbe-là à la main. Maintenant, si au lieu de faire des choses à la main, on essaye de le faire en utilisant un petit peu de technologie, je suis obligé d'arrêter le document que je vous montre pour vous en montrer un autre. Voilà, alors si on a ça, imaginez qu'en bleu, c'est l'orbite de la Terre, en rouge, c'est l'orbite de Mars, évidemment, la planète rouge. Le segment lie la Terre à Mars, et puis il y a un point virtuel qui est le milieu entre les deux planètes. Il n'a aucune espèce d'importance du point de vue de l'astrophysique du système solaire. Mais si maintenant je commence à faire bouger les choses, eh bien, on va regarder la trajectoire de ce point-là. Si vous faites bien attention, c'est une courbe du même genre que celle que Kepler a tracée à la main. Or là, j'utilise un système qui n'est pas très compliqué à utiliser. La programmation qui est derrière est superbe. C'est un software qui a commencé à être développé dans les années 2006 comme projet de doctorat de Markus Hohenwarter, qui est à Linz, en Autriche, qui dirige maintenant l'école, qui dirige toute l'équipe de ce software-là. Et ce software contient des méthodes automatiques pour résoudre des problèmes mathématiques ou des problèmes physiques. Et c'est un système qui est aussi capable, je ne vais pas prendre le temps de faire ça, qui est aussi capable de traiter de la réalité augmentée. Pas la réalité virtuelle, mais la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on peut très bien mêler la réalité, c'est-à-dire par exemple prendre des images de quelque chose qui existe, un monument, un tableau, et y mêler des objets mathématiques et des animations mathématiques, un petit peu comme ce que vous avez un jour rencontré quand vous avez regardé le film qui s'appelle « Qui a peur de Roger Rabbit », où ce sont des personnages humains qui ont été filmés, mais il y a aussi des personnages de bande dessinée qui apparaissent là-dedans. Bon, alors vous voyez qu'ici, je trace petit à petit une courbe qui ressemble très fortement à celle de Kepler. En fait, des courbes comme ça, on va les rencontrer très souvent dès que l'on va regarder l'orbite d'une planète vue depuis la Terre ou vue depuis une autre planète, Vénus et autres. Bon, beaucoup d'âneries sont aussi écrites avec des explications très ésotériques. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'était tout simplement pour vous montrer qu'il y a là un objet qui est à la limite, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais on est déjà dans des méthodes automatiques de démonstration, d'exploration, et c'est à la disposition des élèves, et des élèves d'école primaire déjà utilisent cet objet-là. Des millions de gens utilisent ça dans le monde, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est un outil d'enseignement et d'exploration pour beaucoup. Pour moi, c'est un outil de recherche.
et avec des méthodes automatiques. Enfin, en français, on appelle ça automatique. En anglais, ça ne s'appelle pas automatic, ça s'appelle automated methods. Et on peut donc utiliser énormément d'objets comme cela, d'outils comme cela, et ça marche très bien. En fait, nous parlons là d'une technologie maintenant. On va essayer d'arriver petit à petit à la technologie dont j'ai promis la mention dans le titre. Mais il faut savoir que des technologies entrent dans le monde de temps en temps. Et par exemple, un jour est entrée la plume de fer à la place de la plume d'oie. Et elle a eu comme conséquence qu'elle a dispensé elle a dispensé le cerveau humain de faire du calcul mental, puisque écrire est devenu beaucoup plus facile. Donc, on a pu transférer à la main des choses qui étaient prévues pour la tête. Certains vont dire, bon, très bien, on n'a plus besoin de penser. Il y a effectivement des écoles qui veulent dispenser les gens de penser. En général, ce sont les dictatures. Il y a aussi certaines formes, certains mouvements politiques qui imposent leur pensée à eux à la place de la pensée des autres. Mais là, ça a permis de libérer la tête pour d'autres tâches. Et dans la mesure où écrire était devenu plus facile, donc écrire une multiplication, faire la multiplication en écrivant les choses à la main, devenait plus simple et ça a libéré la tête pour d'autres tâches. Et c'est ce qu'on a pu rencontrer pour d'autres choses. C'est ce qui s'est passé avec l'apparition des calculatrices électroniques. Au début, si vous vous souvenez bien, fin des années 60, début des années 70, on a vu apparaître les calculettes qui tenaient dans la main, qui étaient des calculettes numériques. On voyait même sur l'écran, on la voyait en train de calculer parce que tout était en train de s'agiter comme des étoiles qu'on verrait dans le ciel. Et puis, au bout d'un certain moment, apparaissaient les résultats. Aujourd'hui, on a des technologies beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides, mais on en est passé aussi, non seulement aux calculettes qui tenaient dans la main, mais à des calculettes symboliques, pour ceux à qui ça dit quelque chose, capable de calculer une dérivée, une intégrale, et encore d'autres choses bien plus compliquées, et c'est développé un domaine de mathématiques qui s'appelle Computer Algebra. C'est le développement d'algorithmes permettant de traiter des mathématiques, de la physique, de tout un tas de sortes de sciences. Et ce sont des algorithmes de plus en plus compliqués pour arriver à faire ce genre de travail-là. Un des suppléments du software mathématique que je vous ai montré avant a été développé par un garçon qui est à Lyon, qui s'appelle Bernard Paris, et qui vous dira que tranquillement que personne ne peut lire le code qu'il a écrit. Il y a 29 lignes de code pour les suppléments qu'il a écrits pour ces choses-là, et personne n'est capable de le comprendre. Il espère justement que l'intelligence artificielle va pouvoir donner des outils permettant de contrôler les codes des différents algorithmes, ce qui n'est pas tout à fait évident en tout cas. Mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être ce que vous voyez là, et j'imagine que certains d'entre vous ont commencé à lire ce que vous voyez là sur l'écran. C'est quelque chose qui a été écrit par Luc Trouche, qui est un chercheur en éducation mathématique extrêmement connu. Excusez-moi, c'est venu en arrière, voilà. Luc Trouche, c'est la personne que vous voyez là en haut, celui qui n'a pas tellement de cheveux, un garçon extrêmement sympathique, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer, et mieux que ça encore, même de dîner avec lui à Lyon. Dans un de ses articles, il a ramené ici quelque chose qu'a dit Régis Debray. Alors, Régis Debray, c'est quelqu'un que j'imagine vous connaissez. En tout cas, ça nous ramène à notre jeune temps, du moins pour certains d'entre nous. De nos jours, il est devenu un philosophe respectable, respecté, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit la chose suivante: le don de la prothèse fait l'humain de l'homme, lequel s'humanise en extériorisant ses facultés dans un processus d'objectivation sans fin, etc. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit au début, c'est le don de la prothèse fait l'humain de l'homme. Je pense que il y a certains d'entre nous qui ne vont pas être franchement d'accord. Et on connaît des animaux qui sont capables de fabriquer un outil. C'est de ça qu'il parle quand il parle de prothèse. Il dit qu'en fait, l'acquisition d'une nouvelle technologie se fait vraiment lorsqu'elle est devenue une prothèse, c'est-à-dire en fait, elle est devenue une partie de nous-mêmes. Mais on connaît des singes qui sont capables d'utiliser des pierres pour casser des noix. On connaît des corbeaux qui sont capables d'utiliser des morceaux de bois pour aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur d'un nid. Donc, c'est pas tout à fait vrai ce qu'il nous dit là, mais en réalité, ce dont il parle, c'est ce dont a parlé Vygotsky. Vygotsky était un juif russe qu'on a découvert en Occident seulement dans les années 60.
et c'est un chercheur extrêmement important. Et une notion fondamentale qu'il a décrite, c'est celle qui s'appelle la zone proximale de développement. Les éducateurs parmi nous ont vraisemblablement rencontré les travaux de Vygotsky et ce qu'il a proposé. Il y a certaines personnes qui imaginent qu'on peut apprendre quelque chose, comme on dit en yiddish, out of the blue, et qu'on est capable d'apprendre quelque chose, même si c'est extrêmement éloigné de tout ce que l'on sait. En réalité, c'est pas vrai. Si on veut représenter le corpus de connaissances de quelqu'un, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit un adolescent, si on veut représenter le corpus de connaissances qu'il a, il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace d'essayer de sortir de là et petit à petit de s'éloigner. Alors, on va partir de ce que je peux faire sans aide, c'est ce que vous avez dans le diagramme qui est à gauche, et on va essayer de le faire sortir de là et on va le faire progresser petit à petit vers l'extérieur. C'est ce que je peux faire avec de l'aide. Cette aide, c'est ce qu'on appelle de l'étayage, scaffolding en anglais, et c'est ce que l'enseignant, ce que l'éducateur va proposer. Et donc, l'apprenant va développer de nouvelles connaissances, va approfondir, va connaître quelque chose, mais il bénéficie d'un certain étayage qui lui est apporté par l'éducateur. Et l'éducateur va petit à petit enlever cet étayage, fading en anglais, il va l'enlever petit à petit jusqu'à ce que la personne qui apprend, l'étudiant, va pouvoir voler de ses propres ailes dans ce nouveau domaine de connaissances qu'il aura appris et développé. Et c'est ça que l'on va appeler la zone proximale de développement, ou la zone de développement proximal. De toute façon, toutes ces choses-là, lui, il a écrit en russe, ça a été traduit en anglais. Et là, j'ai essayé de trouver une traduction française qui avait un sens. Pourquoi je vous ai raconté ça? Là, je vous parle d'un système d'apprentissage ou d'un phénomène, d'un processus d'apprentissage qui est un processus parfaitement humain et que l'on peut rencontrer, qu'on peut voir assez fréquemment, que j'ai l'occasion dans mon métier de voir et d'explorer et à chaque fois de le confirmer. Mais c'est quelque chose que l'on va pouvoir retrouver aussi par ailleurs. En fait, ce dont nous parlons, c'est de l'acquisition d'une nouvelle technologie. L'acquisition d'une nouvelle technologie, en fait, quelque chose d'un petit peu particulier. Et si je peux prendre un exemple, vous allez voir ça sur une photo dans un prochain écran. Et si je vous montre cet objet-là, j'imagine que vous reconnaissez un petit peu ce que c'est. Oui, c'est un petit peu flou. Voilà, maintenant vous le voyez bien. Oui, c'est un stylo. Vous avez bien remarqué. Qu'est-ce que vous faites avec un stylo? Eh ben, j'imagine que la plupart d'entre vous pensent qu'avec un stylo, on peut écrire, oui? Eh bien non, on ne peut pas seulement écrire, on peut faire autre chose. Et il y a des gens qui utilisent leur stylo pour se curer les oreilles. C'est-à-dire qu'ils ont pris le même objet, mais ils en ont fait deux instruments différents. La transformation d'un objet, d'un outil en instrument, c'est en fait développer à l'aide de cet outil-là, et sur cet outil, c'est développer des schémas d'application, des schémas d'utilisation, et dans lesquels on va avoir une influence mutuelle. L'outil va influer l'utilisateur et l'utilisateur va influer l'outil au point que ça va devenir un instrument. Et si vous prenez n'importe quelle technologie, deux personnes différentes vont transformer cette technologie, cet outil de départ, ils vont le transformer en un instrument qui leur est personnel. Et ce processus de transformer l'outil en instrument, c'est ce que l'on appelle la genèse instrumentale, et c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Les éducateurs qui sont parmi nous savent parfaitement que transmettre à l'auditoire quelque chose que l'on sait ou une intuition que l'on a ou une vision que l'on a est extrêmement difficile, et la conséquence en est par exemple qu'il est interdit de parler de Maaseh Bereshit en public. On enseigne ça seulement à quelqu'un qui est capable de comprendre par lui-même, et encore là, on va lui donner simplement les têtes de chapitre, c'est ce qui est indiqué dans Maseret Chagiga au 2e chapitre. Mais quand il s'agit de savoir comment on utilisera le stylo, ben finalement, c'est pas très grave. On peut enseigner comment on utilise un stylo à différentes personnes. Je ne recommande pas d'utiliser un stylo pour se curer les oreilles. Ça peut être un petit peu dangereux pour le tympan. Maintenant, vous allez voir pourquoi je vous ai parlé de ça dans ce qu'on va venir par la suite. L'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. C'est ce que l'on espère avoir. Et pour cela, on a besoin donc de 3 composants, des systèmes informatiques, ce qu'on appelle en anglais hardware, des données avec des systèmes de gestion, ça, il va falloir qu'on en parle,
et des algorithmes d'intelligence artificielle avancés. Ça, c'est du code qu'il faut écrire et c'est les codes qui correspondent, les algorithmes que l'on utilise sont extrêmement sophistiqués, extrêmement volumineux aussi. Et, il nécessite une expertise très forte. Il nécessite aussi en hardware des ordinateurs avec des possibilités de calcul extrêmement importantes. Aujourd'hui, on sait le faire et pour un petit détail, si vous reconnaissez un petit peu cet appareil-là, oui, effectivement, c'est un smartphone. Oui. Il faut savoir que dans le smartphone que je tiens là dans mes mains, il y a une puissance de calcul très au-delà de la puissance de calcul qui était embarquée dans les capsules Apollo. Alors, on a su arriver sur la Lune avec des capsules Apollo et des ordinateurs extrêmement rudimentaires. Aujourd'hui, on est obligé de recréer tout ce savoir-faire, entre autres parce que les ingénieurs de l'époque ont quitté le travail, certains sont morts, et il y a tout un savoir-faire qui a été perdu et qu'il faut essayer de refabriquer avec les nouvelles technologies dont on dispose. Et pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, maintenant, l'intelligence artificielle a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement élevée. Moi, je n'aurais pas simplement dire une quantité élevée, c'est une quantité énorme. Maintenant, des expériences d'intelligence artificielle, vous en avez rencontré. Probablement, vous avez vu ce film à l'époque, on était un tout petit peu plus jeune qu'aujourd'hui, en tout cas moi, pour vous, je ne sais pas. Mais il y avait ce film qui était un très très beau film qui s'appelait Le jour où la Terre s'arrêta. Un film américain qui a été doublé, présenté en France. Et, a priori, d'ailleurs, il n'était pas en couleur. À l'époque, il était en noir et blanc. Et c'est bon, je ne vais pas vous raconter tout. Si vous avez envie d'aller voir sur Wikipédia, vous aurez le descriptif du scénario. Enfin, en tout cas, c'est des extraterrestres qui arrivent sur la Terre pour différentes raisons. Déjà à l'époque, les extraterrestres n'aimaient pas beaucoup la Terre à cause de la violence qui y régnait et qu'ils étaient donc prêts à prendre des mesures si jamais la Terre ne se calmait pas un petit peu. Mais c'est la première fois où on a eu une approche de quelque chose qui pouvait ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, puisque le personnage principal, c'est un humanoïde qui venait de je ne sais pas trop où, et qui était accompagné, protégé par un robot. Et on avait donc, en fait, a priori, l'humanoïde évidemment ressemblait à l'homme. Il avait apparemment un seul œil qui pouvait lancer un faisceau qui était plus ou moins laser. Mais le robot, je ne me souviens pas très bien l'avoir vu. Mais a priori, on imagine ces choses-là comme ressemblant à des êtres humains. Et encore aujourd'hui, on fabrique des robots qui doivent ressembler à des êtres humains. Vous avez comme ça des robots qui vous accueillent dans les supermarchés ou les grands magasins japonais et qui sont conçus pour ressembler à des êtres humains. La plupart des robots que l'on utilise dans le monde ne le sont pas, mais c'est en fait ça ce qu'on cherche. Un film un tout petit peu plus récent, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui s'approche très, très fortement de ce que l'on conçoit aujourd'hui comme une intelligence artificielle. C'est pas ce monolithe que l'on voit au début du film et à la fin du film et qui a été amené par en réalité, si vous avez vu le film suffisamment, vous pensez que vous avez compris ce que c'était que ce monolithe, mais j'imagine que non en réalité. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'ordinateur qui est là-bas, qui s'appelait HAL. Dans la traduction française, ils l'ont appelé Carl, je ne sais pas pourquoi. Et tout simplement, en fait, cet ordinateur-là est capable de prendre le dessus sur la décision de l'homme. Il est même capable de jouer avec les sentiments de l'homme. Quand l'homme essaie de le déconnecter et qu'il jeûne en disant « tu me blesses, tu me fais mal », des trucs comme ça. C'est un ordinateur. Ce sont des composants électroniques et autres, mais il a été programmé, il a été fabriqué par, et ça on ne nous le dit pas dans le film, peut-être des extraterrestres, peut-être pas des extraterrestres, mais en tout cas, il prend le dessus sur ce que les hommes sont capables de faire. Et en définitive, c'est lui qui prend le contrôle de tout ce qui se passe à l'intérieur de ce vaisseau spatial. Et en fait, maintenant, je vais en arriver un petit peu à cet apprentissage automatique. Et si vous regardez un petit peu, en fait, ce qu'on va demander à l'ordinateur, et avec ces algorithmes-là, on va le demander d'apprendre énormément de choses. Et en réalité, ils vont travailler avec des données monumentales, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de documents, de données sur le sujet qui peut les intéresser. Et l'ordinateur va comme ça apprendre. Et à travers des algorithmes, quand on va lui poser des questions, il va répondre. Et en fait, il s'est fait le fameux chat GPT dont on a tellement parlé ces dernières semaines et ces derniers mois. Il vous répond comme si c'était un être humain. Et alors, on risque de se tromper, de penser que l'on parle à un être humain
alors qu'on parle en réalité à une machine. Mais la machine parle comme un être humain et elle va répondre, elle va composer des phrases, elle va donner des explications, elle va dessiner des choses et elle va apprendre avec des algorithmes d'apprentissage automatique. Alors, ça sonne très bien. Il y a des domaines dans lesquels ça a donné d'excellents résultats, mais il y a des domaines dans lesquels les résultats sont déjà plus problématiques. Par exemple, en médecine, ça marche pas trop mal parce que, en réalité, un médecin, combien de radios des membres inférieurs a vu un médecin en général dans sa vie ou dans sa carrière? Même s'il a eu une longue carrière, il en a vu un nombre relativement restreint. Alors que l'ordinateur peut avoir été nourri par des radios qui ont été prises dans le monde entier. L'ordinateur peut être nourri de 800 000 radios, de 800 000 cas de patients avec une fracture du fémur. Et donc, il sera capable, à travers ça, de reconnaître quelque chose et de proposer un mode de traitement du problème. C'est vrai pour des problèmes d'ostéologie, c'est vrai pour d'autres problèmes, mais là, en tout cas, avec les données accumulées dans les cliniques et stockées dans les dispositifs médicaux électroniques, avec une communication entre les différents hôpitaux et autres, on peut effectivement fabriquer des bases de données monumentales qui vont permettre à une équipe médicale d'avoir une information, d'avoir une orientation. Mais à mon sens, c'est en définitive pas l'ordinateur qui doit prendre la décision, mais le médecin. Et on le sait très bien, et j'ai vu d'expérience personnelle, j'ai vu un cas par exemple de quelqu'un qui est arrivé dans un hôpital ici en Israël, avec une maladie extrêmement rare, le genre de choses qu'on pouvait rencontrer en Russie à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas en Israël pas, et ces médecins avaient rencontré cette maladie une seule fois dans leur existence, c'était dans les livres dans lesquels ils ont appris. Et n'empêche qu'ils ont été capables en une demi-heure de reconnaître la maladie et de donner le traitement. Ce sont des choses qui arrivent, mais cette intelligence artificielle peut effectivement pas mal aider dans tout un cas de domaine. Maintenant, on va pouvoir comparer en réalité, même dans le cas de médecin, mais on va pouvoir le comparer avec d'autres. Ce que je vous ai raconté sur les phénomènes éducatifs, les processus et le fait qu'on va explorer la zone de développement proximal, comme Vygotsky nous l'a indiqué, ben en réalité, on va se retrouver avec quelque chose du même genre, avec des ordinateurs, simplement de façon extrêmement massive. Et si l'aspect qualitatif de ce que l'on va faire en éducation pour des êtres humains est primordial, oui, il est plus important. Je me souviens d'un Rav qui était le mechaner de mon fils et qui nous avait dit, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de pages de Gemara qu'ils vont apprendre, mais qu'ils se relient à la Gemara, qu'ils apprécient la Gemara, qu'ils aiment la Gemara. Et le qualitatif est extrêmement supérieur au quantitatif. Et là, bon, c'est vrai, on peut profiter. Alors, on va profiter de cette technologie-là qui va nous donner des possibilités parce que un homme, un être humain n'a pas la possibilité de maîtriser des quantités aussi phénoménales de données comme il peut en avoir besoin. Et alors, on va éduquer l'intelligence artificielle, on va éduquer à travers des algorithmes d'apprentissage automatique en lui montrant énormément de cas. Alors, vous avez là, par exemple, un exemple d'une main. On va lui montrer tout un cas de phénomènes pathologiques pour cette main. Et de cette façon-là, une fois qu'il aura appris, qu'il aura en mémoire ces centaines et ces milliers, ces dizaines et centaines de milliers d'exemples, il aura des algorithmes qui lui permettront de repérer ce qui lui est présenté dans cette nouvelle foi. Et alors, les choses maintenant les performances vont devoir être analysées pour garantir l'exactitude, tout comme les examens sont donnés aux étudiants. Tiens, c'est intéressant ça. Ça veut donc dire qu'en réalité, on va maintenant réfléchir en termes d'apprentissage de la machine, exactement comme on raisonne en termes d'apprentissage d'un être humain. Et quand je vous ai parlé de la genèse instrumentale, eh bien, tout simplement, Trouche et d'autres chercheurs, en particulier des Français, Michel Artigue et Dominique Guin et autres, vont vous dire qu'il y a deux phénomènes. Il y a l'instrumentation qui va de l'être humain à la machine ou à la technologie, et il y a l'instrumentalisation qui vient depuis la façon dont les êtres humains font et l'influence qu'ils vont avoir sur la machine qui va avoir une influence sur l'être humain. Et donc, il y a ce phénomène double, ces deux processus qui sont mêlés et qui, eux, sont les composants de la genèse instrumentale. Et ici, c'est en fait ce que l'on va avoir, parce qu'en réalité, il faut que l'humain contrôle ce que font les algorithmes,
Et donc, l'algorithme va donner des réponses à l'homme et l'homme doit contrôler ce que l'algorithme lui a dit de façon à être sûr que la réponse est utilisable et correcte. Et si elle ne l'est pas, il va falloir que l'humain éduque l'algorithme, éduque l'intelligence artificielle pour corriger les choses. Je peux vous en parler tranquillement. Dans 2 semaines, Bezrat Hashem, avec un de mes collègues, nous allons présenter un papier dans un congrès dans lequel nous allons montrer des questions d'algèbre d'algèbre élémentaire étudiées en lycée ou en première année à l'université et dans lesquelles l'ordinateur au début, le ChatGPT donne des réponses correctes et à un moment dérape complètement. Et quand on a essayé de l'éduquer pour lui faire comprendre que, alors il a fini par nous dire oui, c'est vrai, et il nous a redonné la réponse fausse. Donc ces phénomènes-là sont des phénomènes extrêmement importants, il faut y faire très attention, et en tout cas ne pas avoir une confiance aveugle dans la technologie. Oui. Regardez bien qui vous raconte ça. Quelqu'un qui utilise des technologies, énormément de software. Si vous aviez vu mon bureau à l'époque du Corona, quand on devait émettre et enseigner à distance, vous auriez cru que vous étiez dans un cockpit d'avion. J'avais au moins pour un cours en même temps, j'avais au moins 5 appareils allumés en même temps. Et donc, on a besoin de ces choses-là. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce que l'on va essayer de faire, c'est ce qu'on fait avec des élèves humains. On veut essayer de développer son intuition et de développer de la créativité. C'est même ce que l'OCDE a déclaré comme étant deux des composantes fondamentales de l'éducation au XXIe siècle. Et c'est de cette façon-là qu'on va être obligé, on va devoir pouvoir continuer et l'algorithme doit être modifié, alimenté avec plus de données. Mais en tout cas, le contrôle de l'être humain là-dessus, c'est lui qui est important. Je crois que vu l'heure, je vais passer au-delà de cette spirale. Les éducateurs qui sont parmi nous… On pourrait écouter avec beaucoup de plaisir des heures entières, mais le programme fait en sorte il faut que je termine. Oui, il faut que je termine. C'est pour ça que je vais sauter. Oui, c'est pour ça que je vais sauter un petit peu plus loin et pas rentrer dans les détails de l'éducation que l'on doit faire, mais simplement penser à quels sont les problèmes que l'on peut avoir. Et en fait, de la même façon qu'avec les êtres humains, il faut fabriquer des équipes, là aussi, il faut des équipes d'humains qui contrôlent ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Et bon, ça ressemblait un peu à ce qu'on avait. Oui, ça ressemble à des reins. Oui, la courbe qu'on a dessinée est une néphroïde. Je l'ai dessinée en utilisant des méthodes automatiques de création de choses. Et c'est ainsi qu'on va trouver donc des situations très différentes. Ça, ce sont les fameux 4 C de l'OCDE, la pensée critique, la collaboration, la créativité, la communication, qui sont très importantes. Simplement, eux, à l'époque, ils en parlaient entre les humains. Maintenant, c'est entre les humains et la machine, ce qu'on appelle brain and machine, et entre les machines elles-mêmes qui ont besoin de communiquer avec les différentes sortes de software. Et simplement, pour revenir à cette introduction de software, en réalité, je ne sais pas si vous savez où est cet endroit, c'est un pont qui est quelque part au Vietnam, mais en réalité, je ne suis pas sûr que les créateurs de cette chose-là y aient pensé, mais ça veut dire que la technologie doit être supportée par les humains, et c'est les humains qui sont là derrière. Et en fait, c'est vrai que la Torah nous dit que Verapo Yerapé, Mikan Shenitna Rishut la Rofé les Rapot, c'est le médecin qui est là, c'est une médecine humaine, c'est pas une médecine d'ordinateur. L'ordinateur est là pour aider le médecin à faire ce qu'il a, et cette intelligence artificielle doit être là pour aider le médecin. Et c'est pour ça que on pourrait très bien imaginer là, vous connaissez cette statue qui est en Espagne, on peut imaginer Maïmonide en train de regarder les médecins à l'œuvre. Ils utilisent des technologies modernes, mais ces technologies modernes doivent être contrôlées et constamment contrôlées par des êtres humains. Et c'est pour ça que l'on en revient à cette bina melachutit. Il est une question de discernement. Nous prions pour ça. Atachonen la adam da'at ou melabed le enosh bina. Akadosh Baruch Hu donne quelque chose. Il y a un certain nombre de caractéristiques au départ chez l'être humain, mais il aide l'être humain à développer quelque chose d'autre, à développer justement cette bina, cette possibilité de faire la part des choses, de comprendre. Bina, c'est sur la racine ben, entre. C'est donc de faire la part des choses entre différemment, d'avoir ce discernement qui nous permet d'arriver à un certain entendement. Et c'est ça qui est important. Maintenant, il faut le savoir. Il y a des cas où ça ne marche pas. La semaine dernière, ça a été publié dans les journaux.
il y a 2 semaines, par rapport aux 3 semaines, qu'un avocat aux États-Unis a donné ses conclusions à un juge, mais il n'avait pas dit au juge qu'il avait écrit les conclusions avec une intelligence artificielle. Et il se trouve que l'intelligence artificielle en question a inventé une jurisprudence qui n'existait pas. Le juge s'en est rendu compte. Vous imaginez bien que l'avocat avait piteuse mine là-bas. L'autre exemple, c'est celui que je vous ai donné, qui est notre propre expérience, dans laquelle l'ordinateur dans un domaine de mathématiques donne des réponses fausses et dans lesquelles on a constaté qu'il n'apprenait pas. Certaines choses oui, d'autres non. Il y a beaucoup de travail qui a besoin d'être fait là-dessus. Et j'en reviens en définitive. Akadosh Baruch Hu nous demande à nous d'être Atachonen la Adam Da'at, Umlamen Enosh Bina, Bina Ve'askel, qui sont différentes sortes d'intelligence. Et c'est l'homme c'est l'être humain qui doit maîtriser la chose et utiliser la technologie de façon à ce qu'elle permette de faire avancer, mais le contrôle doit être là. Et je vais terminer avec juste quelque chose que notre maître à tous nous a un jour enseigné, c'est un jour ce qu'a dit Einstein, quand il a dit « je crains très fort », un jour arrive où la technologie va surpasser l'interaction entre les humains et à ce moment-là, on créera une génération d'imbéciles. Merci beaucoup. Thierry, c'était avec beaucoup de plaisir que nous t'avons écouté. En fait, c'est tout un ensemble d'informations qu'on pourra réécouter sur YouTube, les rencontres du Rav Saadia Mourali. Et donc, ce sera pour nous l'occasion et d'écouter ton témoignage et d'écouter en même temps ceux des autres intervenants qui étaient avant toi. Un grand merci à vous tous. Merci et une bonne soirée. Merci. Leitraot. Une bonne soirée.